Alors ici, on va étudier les oscillateurs. Le but, c'est que vous ayez un guide pratique pour trouver les équations de chaque oscillateur et leurs solutions. On va avoir deux méthodes pour trouver les équations des oscillateurs. La première, c'est avec les lois de Newton, et la deuxième, c'est avec l'énergie mécanique. On commence avec les lois de Newton. Donc en premier, ce qu'on va faire, c'est poser les forces. Donc si on prend ce système avec un ressort qui va osciller, on place les forces. Ici, on n'a que la force de rappel du ressort sur cet axe, et on va écrire la seconde loi de Newton. La somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. On va avoir besoin d'un repère, donc je vais mettre un axe X, je vais donc développer ma somme des forces qui ici est uniquement la force élastique, qui va être égale à la masse fois l'accélération, et ici l'accélération c'est X point point. Et là on a trouvé notre équation différentielle. On verra dans un deuxième temps quel type de mouvement c'est et comment est-ce qu'on trouve la position de l'objet dans le temps. Pour le moment, ce qu'on a fait, c'est réorganiser l'équation de façon à avoir le x point point tout seul, ensuite tous les termes qui dépendent de x et de x point, et tout le reste à droite. Notre but, c'est de trouver quelque chose qui ressemble à ça. Après, il y a des termes qui vont se simplifier. Et ça, on verra dans la deuxième partie, qui sera la partie de résolution. Maintenant qu'on s'est trouvé l'équation différentielle avec Newton, on va regarder avec l'énergie. Le but avec l'énergie, c'est de la développer avec l'énergie qui vaut l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et ensuite, vu que l'énergie ne varie pas, on a la dérivée de l'énergie qui vaut 0. Et ça devrait nous donner la même équation qu'on a eue avec Newton. Pour l'énergie cinétique, c'est 1 demi de la masse fois la vitesse au carré. La vitesse, c'est quoi? C'est x point. L'énergie potentielle, c'est l'énergie du ressort qui vaut 1 demi de k fois l'élongation au carré, x moins L0 au carré. Donc on a l'expression de l'énergie totale qui vaut la somme des deux. Donc l'équation qu'on va prendre, ça va être la dérivée de l'énergie est égale à 0. On vient dériver ce terme-là, ce qui nous donne exactement la même équation qu'on a eue avec la seconde loi de Newton. Donc là, on a trouvé l'équation d'un oscillateur harmonique libre. On voit donc que ce terme-là en x point n'est pas dans l'équation. Ça veut dire que le terme d'amortissement est nul. Et ce terme-là est le terme d'excitation externe, c'est dans le cas où on a une force qui vient appuyer sur notre objet à une certaine fréquence. Et on va développer ça tout de suite. Alors le premier mouvement qu'on va voir, c'est l'oscillateur harmonique libre. C'est un oscillateur qui va simplement faire des allers-retours de façon stable et constante. Comme exemple, on a le ressort simple qui va simplement faire des allers-retours. Comme exemple, on aura aussi le pendule qui lui aussi va faire des allers-retours avec un mouvement qui reste constant dans le temps d'oscillation. Alors, on a posé notre équation différentielle. Maintenant, on vient regarder cette équation, on va faire une comparaison. Alors, ce terme à droite, on va pas s'en soucier. Ce terme à droite, on pourrait le faire sauter en faisant un changement de variable. C'est-à-dire que là, on apparaît notre repère qui part d'ici. Mais si on faisait partir notre repère du milieu des oscillations, alors ce terme disparaîtrait. Donc on va pas s'en soucier. Le terme qui va nous importer ici, ça va être ce oméga 0. Ce oméga 0, c'est quoi? C'est la pulsation propre du système. Alors, la pulsation propre, c'est 2π fois la fréquence, ou 2π divisé par la période. Donc la fréquence, c'est quoi? C'est par seconde combien d'oscillations on a. Et la période, c'est le temps que met le système à faire une oscillation. Pour trouver cette valeur, la valeur de oméga 0 de la pulsation propre, on vient comparer qu'est-ce qui est multiplié au x, et c'est égal à la pulsation propre au carré. On a donc ici notre pulsation propre qui va valoir racine de k sur m. Maintenant qu'on a cette valeur, on va pouvoir chercher l'équation du mouvement de la masse. On sait que la masse, elle va avoir un mouvement d'oscillation. Et les mouvements d'oscillation, ils sont définis par des fonctions qui ressemblent à ça. Avec c qui vaut l'amplitude. L'amplitude, ça va être cette distance-là. C'est la taille des oscillations. Donc vous partez de la position d'équilibre, vous regardez la distance entre cette position et la crête, et vous aurez votre amplitude. Le déphasage, lui, c'est un retard temporel, c'est-à-dire qu'il vous indique à quel moment vous commencez. Par exemple, si on n'a pas de déphasage et qu'on est au temps 0, alors tout ce terme vaut 0. Cos de 0, ça vaut 1. Ça veut dire qu'au temps 0, on a la position qui est C. Et C, on rappelle que c'est l'amplitude. Donc si on met notre 0 du temps à cet endroit-là, on est bien, parce qu'au temps 0, on est à l'amplitude. Donc il n'y a pas de déphasage. Par contre, le chrono, on le lance quand on veut. Ça, c'est arbitraire. Donc si le temps, je décide de le lancer ici, alors au moment 0, on n'est pas à l'amplitude, et ça, il faut le mettre dans l'équation, et ce sera le rôle du déphasage. Dans le concret, comment on les trouve? On va utiliser les conditions initiales. Donc on va regarder la position au temps 0, qui va valoir, si on reprend cette équation et qu'on met t égale 0, c fois cosinus de phi. Ensuite, on va regarder la vitesse au temps 0. On va prendre cette équation, on va la dériver, ce qui nous donne moins c
fois oméga 0 fois sinus de oméga 0 t plus phi. Et donc au temps 0, ça nous donnera moins c oméga 0 fois sinus de phi. Donc, avec les données qu'on va vous donner dans l'énoncé, la position initiale et la vitesse initiale, on va pouvoir trouver les deux inconnus qui sont c, l'amplitude, et phi, le déphasage. Maintenant, on va regarder le cas de l'oscillateur harmonique amorti. C'est quand notre oscillateur il subit une force qui dépend de sa vitesse, donc généralement ça va être des forces de frottement. Donc, si on met le ressort dans de l'eau, il va subir une force de frottement fluide qui va alors moins une constante fois x point. Et alors, il y a un terme en x point qui va apparaître ici. Donc, je sais que les équations peuvent faire un peu peur, mais si on suit le protocole, il ne devrait pas y avoir de souci. On va sortir l'équation différentielle, qui est celle-ci, avec la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. On va obtenir une équation qui ressemble à ceci. Et ensuite, par comparaison, on va venir trouver les termes d'amortissement et de pulsation propre. Maintenant, on a plusieurs cas possibles. Si l'amortissement, il est léger, si on a vraiment peu de viscosité ou que le frottement est faible, alors on sera en régime sous-amorti. On va venir regarder ce terme-là. S'il est inférieur à 1, donc ça c'est purement avec les données du problème, on va avoir la solution qui sera donnée par cette équation. Et ça donnera une forme comme ceci. Vous voyez que ça oscille et que ça tend lentement vers une position de repos. C'est l'oscillateur qui va osciller à cause des frottements, les oscillations vont s'amortir pour arriver à la position d'équilibre. Ensuite, on a le régime critique. Donc cette fois-ci, c'est quand le terme qui est ici est égal à 1. Ça, c'est l'équation qui va faire que le système aille le plus rapidement possible vers sa position d'équilibre. Et on a 7 équations pour décrire le mouvement. Dernier régime, c'est le régime suramorti, donc on a beaucoup d'amortissement, qui va être donné par cette équation et qui va ressembler au régime critique, simplement qui va arriver moins vite à sa position d'équilibre. À chaque fois, vous allez avoir des inconnus à trouver. Donc pour celle-ci, ça va être la constante ici et phi, le déphasage. Pour le régime critique, ça va être A et B. Et pour le régime suramorti, vous aurez C1 et C2. Dans les trois cas, vous avez deux inconnus. Donc vous allez utiliser la position initiale et la vitesse initiale, comme on l'a fait juste avant. Je rappelle que pour trouver l'équation de vitesse, vous prenez votre équation de position et vous la dérivez par rapport au temps. Dernière subtilité, dans le régime suramorti, on a R1 et R2. Pour les trouver, on vient poser cette équation avec dedans ces différents termes qu'on a déduits de l'équation différentielle et on vient la résoudre. Pour ça, on peut utiliser la formule de Vietz que vous connaissez. Dernier type d'oscillateur, c'est l'oscillateur harmonique forcé. Ça, c'est dans le cas où on a, par exemple, un ressort et que la base du ressort a elle-même un mouvement d'oscillation. Ce mouvement d'oscillation, il va être à une certaine pulsation, oméga, et on va se retrouver avec une équation différentielle qui ressemble à ceci et qui nous donne une équation de cette forme. Le protocole reste toujours le même. Faites la somme des forces est égale à MA. Vous réorganisez l'équation pour mettre le x point tout seul et y mettre sous cette forme-là. Ensuite, par comparaison, vous venez trouver les différents termes qui vont être celui-ci, oméga 0 et oméga, la pulsation externe. De là, la position de la masse dans le temps sera donnée par cette équation. Ici, on n'a pas marqué la solution transitoire. Ça va être la solution à terme, une fois que le système se sera stabilisé. Dernier élément que je vais vous partager, c'est le concept de résonance. La résonance, c'est quand on a un système qui va gagner en amplitude jusqu'à l'infini. Et ça, c'est quand on force le système à une certaine fréquence qui résonne avec l'oscillateur. Pour trouver cette fréquence de résonance, on vient chercher quand est-ce que l'amplitude tend vers l'infini. L'amplitude du mouvement, dans le cas de l'oscillateur harmonique forcé, elle est ici, c'est l'équivalent du C qu'on a vu avant. Et on vient chercher quand est-ce que ce terme tend vers l'infini. Ce terme il tend vers l'infini quand le terme en dessous tend vers 0. Donc je répète, pour trouver la pulsation de résonance, vous venez chercher quand est-ce que l'amplitude tend vers l'infini, et l'amplitude tend vers l'infini quand ce terme tend vers 0.